Oui, merci Madame la Présidente. Face à l'envol probable du prix du carburant et de l'énergie de chauffage, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de préserver le pouvoir d'achat des ménages par le moyen d'une TICPE flottante. La hausse des prix du pétrole ne doit pas permettre à l'État d'encaisser mécaniquement des recettes supplémentaires de TVA au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs, ménages et entreprises. Il convient par ailleurs de préciser qu'une forte proportion de l'augmentation des prix des carburants et du fioul domestique récemment provenait de la matière première et pour une part également, bien sûr, de la fiscalité écologique. Donc, par rapport à la hausse du prix du baril de pétrole, le mécanisme proposé par cet amendement vise à rendre aux consommateurs les surplus des recettes de TVA engrangées par l'État du fait de cette hausse des cours. En effet, si la TICPE est une taxe exprimée en euros, quel que soit le prix du pétrole, par contre, la TVA est un impôt proportionnel. Et 20% du prix d'un baril à 40 $, ce n'est pas la même chose que 20% d'un baril qui varie entre 70 et 80 $, comme ce fut le cas il y a quelques semaines, et qui vraisemblablement remontera prochainement dans les mois à venir, voire dans les jours à venir. C'est comme si c'était écrit. D'où la proposition d'un mécanisme de TICPE flottante qui permet de, je le redis, de rendre aux consommateurs, sous forme d'une baisse de cette TICPE, le surplus de TVA perçu. Un tel mécanisme avait d'ailleurs été mis en place en 2001, d'où notre amendement. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? D'abord, c'est un avis qui est assez réservé, pour deux raisons. La première, c'est que je préfère la clarté, c'est-à-dire dire nous préférons la stabilité de la TICPE plutôt que de réinventer un mécanisme un peu complexe de TICPE flottante qui n'est pas forcément très bien compris de nos concitoyens. Et puis il y a un deuxième mécanisme, une deuxième raison qui d'ailleurs explique en grande partie, en dehors des problèmes de coût pour le budget de l'État, mais qui explique en grande partie pourquoi la TIPP flottante avait été finalement supprimée. C'est que ça peut être totalement contre-cyclique. Je vais prendre un exemple très simple, puisque vous avez par définition un décalage entre les cours du pétrole et le montant où cette surplus de TVA était restitué à travers la TICPE. Donc, en effet, on ne peut pas, par définition, avoir une TICPE flottante en temps réel, alors que le cours du baril, il varie tous les jours, il varie toutes les heures, il varie toutes les minutes. Et donc, ça peut être même totalement catastrophique. Je prends un exemple. Vous auriez simplement une baisse des cours du pétrole 2-3 mois avant. Cette baisse des cours entrerait mécaniquement une hausse de la TICPE, puisque, évidemment, c'est un mécanisme où la TICPE augmente quand les cours du pétrole baissent, et inverse, quand le cours du pétrole augmente, la TICPE baisserait. Si vous aviez ce mécanisme, c'est-à-dire une baisse des cours du pétrole, qui engendrerait mécaniquement donc une hausse de la TICPE, et si, comme ça se fonde sur un historique de 2-3 mois auparavant, et si cette hausse intervenait au moment où le cours effectivement remonte, eh bien ça veut dire que le consommateur serait doublement pénalisé, c'est-à-dire qu'il aurait non seulement la hausse du cours du pétrole, mais également l'effet mécanique de la hausse de la TICPE en réaction à la baisse antérieure. Donc évidemment, comme on se fonde sur des niveaux d'un historique 2, 3, 4 mois avant, par définition, c'est un mécanisme complexe qui produit des effets contre-cycliques. Donc je pense que le consommateur ne s'y retrouve pas. Il entendrait à la radio, à la télévision, que les cours du baril baissent et il verrait sa facture à la pompe augmenter. C'est assez difficile à expliquer à nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, par le passé, la TIPP flottante n'a pas perduré très longtemps. Nous préférons la clarté. La clarté, c'est de dire stop à la hausse de TICPE. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. Sur cet amendement, comme sur les amendements qui visent à moduler le taux de la TICPE en fonction des territoires, de leur densité, de leur éloignement de telle ou telle métropole ou autre site géographique,
le gouvernement considère que ce sont avant tout, en tout cas intellectuellement, dans l'esprit, des amendements de retrait, ou en tout cas des amendements qui auraient permis de compenser, si l'on veut dire, la non-adoption de l'amendement de la commission. Et donc, dans la mesure où nous étions défavorables à l'amendement numéro 166 de la commission, l'ensemble de ces amendements qui visent à apporter des modulations supplémentaires ne peuvent avoir qu'un avis défavorable du gouvernement. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Courteau. Je voudrais quand même rappeler que l'essentiel de la hausse, de l'augmentation des prix à la pompe était dû, je dis l'essentiel, à la hausse du prix du baril de pétrole. Alors je veux bien admettre qu'avec un prix du baril se situant aujourd'hui de 50-55 $, le mécanisme que nous proposons entraînera moins de recettes de TVA qu'avec un baril autour de 75 ou 80 $. Donc une baisse de la TICPE plus modérée, donc une baisse tout aussi modérée des prix à la pompe. C'est vrai pour aujourd'hui. Mais je rappelle qu'il y a un mois environ, le prix du baril était supérieur à 75 $. Qu'en sera-t-il dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Qui peut nous assurer ici que le baril ne va pas repartir à la hausse? Faut-il ne rien faire, se contenter de dire ouais, TICPE, TICPE? Dois-je rappeler la situation internationale? Les problèmes du côté de l'Iran? Ou le fait que les USA misent sur une hausse du baril qui rendrait plus attractif, plus compétitif leurs huiles de gaz et d'huile de schiste? Ce que nous proposons avec cet amendement, c'est anticiper une nouvelle flambée des prix du pétrole dans les semaines à venir. Ce que le gouvernement n'a pas su faire récemment, c'est-à-dire anticiper cette hausse, donc en ne rehaussant pas la trajectoire carbone. Et s'il est vrai que l'incidence ne pourrait être que de quelques centimes, au final, pour les ménages modestes, croyez-moi, ce ne serait pas dérisoire. Il faut, je le répète, anticiper toute hausse du prix du pétrole, car ajouter à la hausse de la fiscalité écologique, cela peut être le coup de massue pour les consommateurs. Quant au coût pour l'État, parce que j'entends dire aussi que cela coûte cher à l'administration de mettre en œuvre ce mécanisme, croyez-moi, quand on est capable d'alléger pour le compte de l'État 5 milliards de l'impôt sur les grandes fortunes, on peut peut-être aussi faire un petit effort pour mettre en œuvre un mécanisme qui aidera les gens de conditions modestes lorsque flambera à nouveau le prix du baril. Merci. Monsieur Jacques, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. C'est vrai que dans tout ce dossier, on parle beaucoup d'augmentation de taxes. On oublie souvent le fait qu'une bonne partie de la valeur ajoutée de nos pays part dans les pays producteurs, constituant une rente pétrolière absolument conséquente, d'où la nécessité pour nous d'être de plus en plus indépendants et de poursuivre ce mouvement. J'interviens parce que, monsieur le rapporteur, vous avez dit que l'efficacité de la TICPE flottante est relative. On n'a jamais dit que c'était un miracle et une solution absolue. Elle n'est pas là pour supprimer les hausses, mais pour les lisser. Et je crois qu'en son temps, elle a pu démontrer qu'elle permettait plus de souplesse et d'adoucir la situation. Mais j'interviens aussi parce que, monsieur le ministre, lorsque vous dites que dans la mesure où l'amendement du rapporteur n'aurait pas été adopté, qui crée un moratoire pour plusieurs années, vous auriez pu avoir un peu de tempérance. On ne vous parle pas de ça, monsieur le ministre. On vous parle d'un dispositif qui pourrait être permanent, d'un outil de gestion des cours qui permettrait d'avoir plus de souplesse et de pragmatisme. Il faut le voir de cette manière-là et pas comme une compensation d'un autre amendement. Nous proposons une solution qui peut accompagner l'évolution des cours du pétrole et adoucir un tant soit peu, dans certaines situations, les variations brutales des cours. Merci. Merci. Madame Lienemann, vous avez la parole. Moi, je suis favorable à cet amendement et je pense qu'au-delà des arguments qui ont été donnés par mes collègues, quand elle a été mise en œuvre, elle a permis d'éviter les dérapages de cours qui auraient eu un impact considérable sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est un outil de régulation
et qui doit être utilisé quand il y a manifestement des abus du marché qui fait des yo-yo extrêmement importants. Je rappelle aussi que quand on veut investir dans les économies d'énergie, mieux vaut avoir des prix d'énergie relativement régulés plutôt que d'avoir des hauts et des bas, parce qu'on sait qu'il y a du stop and go dans les efforts que les uns ou les autres pourraient faire pour économiser cette énergie. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 407 rectifié avec un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 849 rectifié, monsieur Joël Bigot. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement invite le gouvernement à prendre des mesures correctives pour accompagner les ménages modestes dans la transition énergétique en leur permettant d'obtenir des transferts fiscaux pour atténuer la perte du pouvoir d'achat provoquée par l'augmentation du coût du pétrole. Les mesures annoncées la semaine dernière par le Premier ministre ne sont pas de nature à convaincre nos concitoyens. Certains députés, jusque dans les rangs de la majorité d'ailleurs, avaient anticipé la colère des Français et demandaient à juste titre de réelles mesures d'accompagnement de la population, au risque de voir compromis l'acceptation sociale de la fiscalité écologique. Cet amendement propose donc que des mesures supplémentaires soient mises en place pour venir en aide aux citoyens captifs de l'utilisation de leur voiture, pour bénéficier des aides à l'achat de voitures peu polluantes, lutter contre les passoires énergétiques et notamment la rénovation des logements. La colère des Français qui s'exprime au cœur du pays en ce moment le vaut bien. Peu à peu, les raisons profondes de la démission de l'ancien ministre de la Transition écologique se dévoilent. Le gouvernement doit cesser de se réfugier dans une posture arrogante à l'égard de nos concitoyens et nous enferrer dans une écologie punitive qui met en danger la nécessité d'un consensus social le plus large possible. Lors d'une réunion du Comité pour l'économie verte en février dernier, Nicolas Hulot rappelait l'importance de la progressivité des mesures afin, je cite, « d'éviter la brutalité pour laisser aux citoyens le temps de s'adapter ». Ce temps paraît loin. Aussi, cet amendement vous présente des pistes à saisir et pour renouer avec une transition écologique respectueuse du quotidien de nos concitoyens les plus fragiles qui n'ont pas le choix. Entendez nos campagnes, monsieur le ministre. Merci. Quel est l'avis de la commission? Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur le fond, je crois qu'on peut partager un certain nombre d'analyses à l'instant de l'auteur de l'amendement qui l'indique à l'instant, il trace des pistes. Bon. Cependant, cet amendement, il me semble relever plus du vœu, voilà, ou du souhait, ou de l'invitation au gouvernement à agir concrètement que de quelque chose qui est directement normatif. Nous sommes en loi de finances, je crois que ce n'est pas forcément le lieu d'avoir des vœux, des pistes. Nous sommes là pour faire dans le domaine normatif, et donc je vois un amendement qui n'est pas très opérant. Encore une fois, même si sur le fond ça n'enlève rien, c'est plutôt au gouvernement d'apporter la réponse politique qu'il souhaite à la vraie question que posent les Français. En tous les cas, c'est un avis défavorable, non pas, encore une fois, sur les raisons de fond, mais sur la forme, c'est bien un amendement qui n'apporte pas de réponse très concrète et qui relève plus du vœu que de l'article normatif. Donc avis malheureusement défavorable. Merci, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. L'avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par le rapporteur. J'ajoute deux choses. La première, pour dire que d'ores et déjà le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Je pense notamment à l'augmentation et la généralisation du chèque énergie ou encore au renforcement de la prime de conversion, sachant que personne n'imagine que la prime de conversion permettra à tous les ménages français, et notamment celles et ceux qui sont les moins favorisés, de changer de véhicule, même si nous avons ouvert ce bénéfice aux occasions récentes. Par ailleurs, le gouvernement proposera, à l'article 6 sexies, lorsqu'il viendra devant votre Assemblée, de majorer le montant admis en déduction en application du barème forfaitaire de 10% pour les véhicules d'une puissance administrative égale à 3 chevaux ou moins et de 5% pour ceux d'une puissance administrative de 4 chevaux. Nous aurons aussi l'occasion de préciser comment nous maintenons les financements de l'Agence nationale de l'habitat afin de poursuivre l'objectif de 75 000 rénovations thermiques et comment aussi nous prorogeons le crédit d'impôt pour la transition énergétique. J'ajoute enfin, cela a été évoqué, et c'est le deuxième point que je voulais souligner, ça a été évoqué par de nombreux sénateurs il y a un instant, que les uns et les autres savaient que demain un certain nombre d'annonces peuvent être faites et que, je ne voulais pas relancer le débat, monsieur le président Dallier, mais que ces annonces viseront bien évidemment à mieux accompagner les Français. Merci, monsieur le ministre. Y a-t-il des explications de vote? Madame Lienemann, oui. Je crois que là, on est au cœur de la crise qu'on connaît aujourd'hui. On fait une imposition injuste,
et puis après, pour essayer de la rendre plus juste, on va donner des aides aux plus démunis, soi-disant les plus démunis, parce qu'évidemment, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que des très démunis qui habitent dans les villages, etc. On arrive à un système complètement de bricolage et de bidouillage qui ne fait qu'entretenir l'idée de l'injustice globale. Alors, je comprends, nos collègues socialistes ont raison d'essayer de se dire qu'il faut limiter la casse, mais c'est quand même fondamentalement le principe de cette imposition qui est injuste. Et puis, on connaît bien ce genre de choses. J'ai mon collègue Dallier devant nous. On ne régule pas les prix de logement, on ne fait pas que les logements soient moins chers. Pour aider, on a dit à un moment, ben, c'est pas grave, on va faire l'aide à la personne. Puis après, ça coûte de plus en plus cher, on réduit l'aide à la personne et on n'a toujours pas régulé les prix et trouvé une fiscalité juste. Et donc, je vois bien le président nous annoncer demain généreusement des efforts pour ceux qui souffrent, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'il a créé un système totalement injuste, inopérant, et que tous les bidouillages ne rattraperont pas ces injustices. Merci, Monsieur Grémier. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Je n'ai pas pris la parole tout à l'heure sur l'amendement de notre collègue Courteau. Je le prends à cet instant, mais les deux posent effectivement une vraie question. On le sait aujourd'hui, dans ce budget 2019, comme celui de 2018 d'ailleurs, cette part de recettes de l'État ne va pas pour l'objet qui est initialement dit. Et effectivement, on n'est pas à l'abri, et dans mes auditions en tant que rapporteur pour avis, j'ai pu constater que le risque d'avoir le prix du carburant, si on avait gardé notre trajectoire à 2 € en 2019, n'était pas exclu. À 2 €. Où est-elle supportable pour les familles et où est-elle supportable pour celles et ceux qui ont besoin du véhicule pour se déplacer? Et effectivement, cet amendement à cet instant propose d'aider celles et ceux qui sont fragiles par rapport à de telles situations. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met en place effectivement des charges de fonctionnement, alors qu'on sait déjà aujourd'hui que notre pays croule sur ces charges de fonctionnement. Alors qu'on ne s'attaque pas au vrai sujet. Et peut-être effectivement, j'ai suivi notre rapporteur général sur l'amendement de M. Courteau, mais le sujet, la réflexion pour le futur, elle doit être clairement posée. On est en train de l'évacuer rapidement, mais encore une fois, celles et ceux qui sont avec des niveaux de salaire très faibles dans nos territoires, qui ont besoin effectivement du véhicule, qui ont une charge qui pour certains pourrait s'apparenter à presque un demi, voire un SMIC de charges supplémentaires à travers ces taxations, il ne s'agit pas de décourager le travail. Il ne s'agit pas de pénaliser notre économie. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend bien compte des limites. Et je crains terriblement les annonces du président de la République de demain. Le coût que vont générer, non pas pour les bénéficiaires, mais tout le système qu'on va mettre en place pour gérer ce qu'on devrait apporter pour celles et ceux qui souffrent dans ces conditions. Donc ce sont deux amendements. Je vais rester bien sûr fidèle à notre rapporteur général, mais je crois que ce sont deux amendements qui posent vraiment des questions de société et qu'il faudra, à un moment donné, avoir le courage de les aborder par rapport aux questions de fond. Merci. Monsieur Bigot, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais compléter mon propos tout à l'heure. Quand je parle de ces mesures qui sont parfois perçues comme des vœux et qui n'ont peut-être pas leur place dans un projet de loi de finances, je voudrais dire quand même qu'un pays comme la Suède a terminé la rénovation énergétique de ses bâtiments cette année, après l'avoir entrepris il y a une vingtaine d'années. Donc ça, c'est véritablement se projeter dans l'avenir. Il y a une certaine lisibilité des mesures. En ce qui concerne les aides aux plus démunis, faire face dans l'immédiat, je ne sais pas où il faut mettre le curseur, effectivement. Je ne sais pas comment il faut faire. Mais en tout cas, il y en a qui ressentent cette injustice, des difficultés à joindre les deux bouts. Et là, il faut répondre maintenant. Voilà le sens de ce que je voulais dire. En tout cas, Monsieur le Ministre, si vous avez des idées à transmettre demain à Monsieur le Président de la République, n'hésitez pas. Et surtout, tenez-nous au courant. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 849 rectifié avec un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 987 rectifié. Monsieur Requier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur, mes chers collègues.
Les études des associations de consommateurs relatives au prix des carburants à la pompe montrent que celui-ci dépend fortement de la distance entre les stations de distribution et la raffinerie la plus proche. En effet, la marge de distribution, qui est la différence entre le prix hors taxe à la pompe et le prix sorti de la raffinerie, et qui ne désigne pas en tant que tel le profit du distributeur, est le prix payé par le consommateur pour rémunérer l'activité de transport et de distribution. Il résulte de cette situation un surcoût dommageable pour les usagers situés dans des territoires concernés, qui sont souvent des territoires ruraux et enclavés. Le présent amendement vise donc à minorer à hauteur de 5% les tarifs de la TICPE pour les départements où la densité de population est inférieure ou égale à 35 habitants par kilomètre carré et départements distants de plus de 300 km de la raffinerie. Merci. Y a-t-il des explications? Non, pardon. Avis de la commission d'abord. Monsieur le rapporteur général. Je vérifie auprès du ministre si un département comme l'Ardèche était loin d'une raffinerie. C'est vrai qu'il y a Feusin, de la grande raffinerie de Lyon. Donc je pense que l'amendement de M. Mézard et de ses collègues pose la question en effet des zones rurales qui sont particulièrement impactées par la hausse de la fiscalité. Néanmoins, au-delà de ce constat qu'on peut tous partager, ça pose deux difficultés. La première, sans doute un problème juridique, voire pratique d'application d'une modulation de TICPE sur un critère qui est quand même un peu compliqué, juridique par rapport à l'Europe sans doute. Peut-être que le ministre aura là-dessus plus d'arguments que moi. Et l'autre problème que ça pose, c'est finalement, il n'y a pas que les zones rurales qui sont impactées. Il y a aussi des personnes qui habitent des zones urbaines qui n'ont pas d'alternative en termes de transport, de zone urbaine à zone urbaine. En Ile-de-France, autant on a des transports radio qui vont vers le centre de Paris, qui s'en éloignent, mais si on va aller de banlieue à banlieue, parfois il n'y a aucune autre alternative que la voiture. Donc on peut se retrouver habitant une zone urbaine, habitant une zone périurbaine, et devant, pour aller travailler par exemple, être obligé de prendre sa voiture, n'ayant pas d'autre alternative, et parfois être obligé de faire beaucoup de kilomètres. Dans mon département, proche de l'Île-de-France, vous avez des personnes qui sont pourtant dans des zones périurbaines, qui ne sont pas dans le critère de zone rurale, et qui se trouvent contraintes, faute d'alternative, de devoir prendre tous les jours la voiture. Donc je crois que malheureusement, les zones rurales sont particulièrement impactées par les hausses de fiscalité TICPE, mais il n'y a pas qu'elles, et je crois que c'est là où, évidemment, on s'aperçoit que ce problème qui s'exprime dans le pays dépasse simplement les quelques zones rurales qui pourraient être impactées. Donc, en dehors de ça, je crois qu'il y a des problèmes juridiques qui conduisent la Commission à émettre un avis défavorable sur cet amendement. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Défavorable, Madame la Présidente, pour deux raisons. La mesure qui est proposée est contraire à la directive 2003/96 de l'Union européenne, qui précise que le tarif des carburants doit être le même, en termes de fiscalité évidemment, sur l'ensemble du territoire. La deuxième chose, c'est que la même directive précise que la taxation par les États du carburant intervient à la mise à consommation, c'est-à-dire à la sortie de la raffinerie et pas au moment de la distribution finale, c'est-à-dire dans les stations-service. Et donc la directive pose deux obstacles à l'adoption de cet amendement, en tout cas rendrait inapplicable cet amendement pour ces deux aspects, et par ailleurs, d'un point de vue strictement pratique, le fait de dessiner des zones géographiques au sein desquelles le carburant pourrait être moins cher ou plus cher d'une zone à l'autre serait certainement générateur de plus de transport et de flux entre zones qu'apporteur de solutions aux difficultés évoquées. Y a-t-il des explications de vote? Oui, Madame Lienemann, vous avez la parole. Moi, j'ai toujours été favorable à la modulation de la taxe en fonction des territoires. Parce que si on retient le principe que cette taxe est là pour favoriser des comportements positifs pour l'environnement, on ne peut pas mettre tout le monde devant la même contrainte selon qu'on ait des alternatives ou qu'on n'en ait pas. Donc la seule façon pour garder un minimum de taxes incitatives pour là où il y a des alternatives, c'est de veiller à ce qu'elles ne pénalisent pas ceux qui n'en ont pas. Or, j'observe, certes, il y a peut-être des directives, je rappelle qu'on peut demander des exemptions dans des cas particuliers de directives, et que par ailleurs, au bout d'un moment, il ne faut quand même pas nous-mêmes nous rendre impossible la vie de ce côté-là. On peut aussi le présenter comme un crédit d'impôt d'aménagement du territoire qui baisserait la TICPE sur ces territoires. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, monsieur le rapporteur, ça n'est pas que le rural. Il y a le périurbain, mais je vous rappelle qu'en matière de logement,
les aides au logement sont différenciées par zone. A, B, C, B1, B2, etc. On peut très bien définir une cartographie des territoires qui n'ont manifestement pas d'alternative crédible pour notamment les salariés pour se déplacer et considérer qu'à partir dans ces zones-là, la TIPP est plus faible. Et vous verrez que vous y retrouverez la France périphérique, les grandes banlieues des grandes villes et la zone rurale avec des modulations éventuelles, mais en tout cas, le gros de ceux qui sont aujourd'hui pénalisés par la hausse des carburants. Merci, Monsieur Dallier. Vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le ministre, il me semble que les régions peuvent moduler le taux de la TICP. Donc, ce n'est pas tout à fait uniforme sur l'ensemble du territoire. Mais ceci étant dit, je ne sais pas quelle garantie nous avons, si on adoptait cet amendement, que le prix à la pompe baisserait véritablement. Ben oui, parce que c'est quand même ça la vraie question. Parce que, bien évidemment, que le prix à la pompe dépend de la distance de la raffinerie la plus proche. À mon avis, il dépend beaucoup plus dans un même territoire du fait de savoir si le pompiste est affilié à un grand groupe, à des supermarchés ou s'il est indépendant. Regardez les dernières pompes à essence à Paris, enfin, je ne sais pas s'il en reste d'ailleurs, mais lorsqu'il en existait encore, on avait des prix au litre à 1,80 il y a quelques... Bon, voilà. Donc, je pense que le problème est réel, mais je ne pense pas du tout que l'amendement en question permettrait d'y amener une solution. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 987. Pardon, monsieur. Pardon, président. Président, je vais vous dire qu'on constate des déséquilibres dans le pays. Et si on ne fait rien, on va chaque année reprendre le même débat. Alors, on pose le débat. Vous avez dans le Cantal, par exemple, cher au président Mézard, donc vous avez des pompes à essence. L'essence est beaucoup plus chère qu'à Bordeaux, mais elle est plus loin. Donc ça paraît normal géographiquement, mais c'est pas normal, disons, au point de vue équilibre du territoire. Alors c'est pour ça que cet amendement, il ne sera pas voté, mais en fait, on pose le problème et on appelle des solutions qui peuvent venir que d'une péréquation nationale. Merci. Il n'y a plus d'explication de vote. Je mets donc aux voix l'amendement 987 rectifié avec un avis défavorable de la commission, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je suis saisie de 9 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Amendement 77 rectifié bis. Qui le défend? Monsieur Lenné? Bon, dès qu'on regarde un peu l'ensemble. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux. Les collectivités locales sont aujourd'hui les fers de lance de la transition énergétique, notamment par le biais de la mise en œuvre des plans climat, air, énergie territoriaux à l'échelle des intercommunalités, par également le biais du volet énergétique des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires à l'échelle des régions, ou encore par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Ces dispositifs doivent permettre de structurer la mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique. Néanmoins, le transfert des compétences opérées envers les collectivités concernées n'a été accompagné d'aucun transfert de moyens. Cet amendement vise donc à attribuer une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités compétentes en matière de transition énergétique. Cette proposition a d'ailleurs déjà été adoptée à 2 reprises au Sénat, en 2016 et 2017, par l'ensemble des groupes politiques. Elle est aujourd'hui soutenue par les territoires, les structures représentatives des collectivités et par l'ensemble de nos concitoyens soucieux que l'action publique locale ait les moyens de ses ambitions en matière de transition énergétique. Merci. Amendement 263 rectifié bis, monsieur Courteau. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je propose par cet amendement de doter les EPCI et les régions d'une partie des recettes produites par la fiscalité carbone, dès lors que des plans climat, air, énergie territoriaux
auront été adoptés par les intercommunalités ou que des schémas régionaux d'aménagement et d'égalité des territoires l'auront été par les régions. Ces collectivités ou intercommunalités se sont vues en effet dotées de nouvelles compétences sans pratiquement aucun transfert de moyens. Et sans moyens, ma crainte est que ces plans ou ces schémas ne soient pas pleinement mis en œuvre, d'autant que les restrictions budgétaires ne faciliteront pas la tâche. Or, une grande partie des réponses pour lutter contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre se situent au niveau des collectivités. Flécher donc une importante part de cette contribution climat-énergie vers la transition ne serait que pure logique et cohérence. Voilà pourquoi je propose que les EPCI et les régions soient dotés d'une partie des recettes produites par cette augmentation de la fiscalité carbone. Merci, cher collègue. Amendement 431 rectifié bis n'est pas soutenu. Amendement 846 rectifié, Monsieur Bigot. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Président. C'est un amendement de même nature que celui de Monsieur Courteau. J'y ajouterai la différence, c'est que il s'agit donc d'aider les collectivités qui s'engagent, les EPCI ou les régions qui s'engagent dans des plans territoriaux, des PCAET ou SRADET, et le versement. Alors, il est indiqué dans l'amendement, cette donation donnerait droit à un versement de 10 € par habitant aux EPCI qui ont adopté un PCAET ou de 5 € par habitant aux régions qui ont adopté un SRCAE ou un SRADET, mais son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. Donc, il y a une conditionnalité à l'aide. Très bien, merci. Madame Lavarde pour l'amendement 1 rectifié bis. Oui, merci. Je ne vais pas revenir sur le fond de cet amendement qui a été déjà bien défendu par les orateurs précédents, mais juste pour faire remarquer que cet amendement en fait prend en compte la spécificité de l'organisation institutionnelle de la région Île-de-France, en prenant en compte que à la fois la métropole et les territoires ont des compétences en matière de développement durable et de transition écologique et énergétique. Cet amendement vise donc à prévoir que les 10 € soient répartis entre 5 € pour la métropole et 5 € pour les territoires. Merci. L'amendement 13 rectifié bis. Y a-t-il quelqu'un pour le défendre? Non, il n'est pas défendu. Amendement 925 rectifié terre, Monsieur Grémier. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je ne vais pas en rajouter beaucoup, sauf qu'il y a un motif supplémentaire de voter cet amendement, puisque nous avons voté tout à l'heure l'amendement de notre rapporteur général sur le GNR, et notamment qui va avoir une incidence financière pour les collectivités au niveau des grands travaux, puisqu'il y aura une facturation et une taxe qui va être prélevée au niveau des collectivités. Ça serait absolument incroyable, puisqu'on vient de faire un transfert absolument formidable. On est en train de faire payer par les collectivités locales des recettes pour l'État, des recettes pour le budget de l'État, qui ne vont pas pour financer de la transition énergétique, mais qui vont pour l'équilibre budgétaire dans ce qui nous est proposé. Et il est tout à fait normal, effectivement, qu'il y ait un retour au niveau des collectivités, puisqu'elles vont être pour 80-90% celles qui vont supporter cette augmentation, notamment sur les pieds de facture, sur l'augmentation des grands travaux, qu'il puisse y avoir une part significative de ces recettes de l'État qui retournent aux collectivités, bien sûr fléchées là, non pas sur une tromperie comme le fait l'État, mais qui serait bien fléchée sur la transition énergétique au niveau des collectivités. Merci. Amendement 404 rectifié, Monsieur Bigot. Oui. Donc pour accompagner les territoires dans leurs investissements écologiques, cet amendement vise à créer des contrats territoriaux bas carbone entre l'État et les collectivités. Financés par une partie des recettes de la contribution climat-énergie ou taxe carbone, ces contrats permettraient de fournir l'ingénierie nécessaire aux collectivités et donc d'enclencher à court terme ces projets d'avenir écologique. Nous touchons ici à un sujet essentiel. Vous le savez, Monsieur le Ministre, la transition écologique passera d'abord par les territoires et l'expérience des territoires à énergie positive nous le démontre. Le récent rapport du GIEC relève à maintes reprises l'importance de l'action des territoires et des expériences locales pour concrétiser la lutte contre le réchauffement climatique.
Cet amendement traduit d'une certaine manière l'appel lancé en septembre dernier par le réseau Clair, qui fédère les territoires à énergie positive, ou TEPOS, pour que le Gouvernement accorde aux collectivités une plus grande confiance et des moyens pour passer à l'action. Ainsi, le fléchage d'une partie des recettes de la taxe carbone permettrait de viabiliser sur le long terme l'application des plans climat-air-énergie territoriaux, ainsi que les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET. Cette mesure aurait également la cohérence de rendre aux acteurs de la transition énergétique les ressources financières apportées par la fiscalité écologique, au lieu d'abonder le budget général de l'État. Merci. Amendement 432 rectifié, Monsieur Launay. Pardon, il est défendu. Très bien. Alors, quel est l'avis de la commission sur les 7 amendements? Monsieur le ministre, mes chers collègues, ces 7 amendements vont évidemment tous dans le même sens et ils sont vus d'un œil bienveillant par la commission des finances, surtout que nous en avions adopté, je crois, à l'unanimité un qui, d'ailleurs, celui de notre collègue Lavarde, qui avait d'ailleurs été supprimé par l'Assemblée nationale par la suite. Donc évidemment, avis bienveillant. Et oui. Mais ces amendements, je disais, vont tous dans le même sens, avec des petites distinctions. Donc concrètement, ils prévoient d'affecter une part de TICPE soit aux EPCI, soit aux régions qui œuvrent pour l'air ou le climat. Donc cette fraction de TICPE pourrait être affectée aux EPCI qui ont adopté un plan de climat-énergie pour 10 € par habitant. C'est le sens des amendements 77, 263, 431 et 846. Une autre série d'amendements, sont les amendements 404 et 432, prévoient le même type d'affectation, mais une affectation spécifique, notamment avec la signature obligatoire d'un contrat territorial bas carbone entre l'État et la collectivité. Et enfin, il y a 2 amendements. L'amendement dont je parlais à l'instant, adopté à l'unanimité par le Sénat, de Christine Lavarde, et l'amendement corrigé de notre collègue Longeot, qui est maintenant identique, qui prévoit la même chose, c'est-à-dire des affectations spécifiques par habitant, mais qui prévoit également une spécificité pour les agglomérations de Paris et de Lyon, pour Lyon et Paris. Donc, en fait, les autres amendements sont satisfaits par les 2 amendements 1 et 13 de nos collègues Lavarde et Longeot. Donc je crois que compte tenu de la révision à la hausse de la trajectoire carbone, l'affectation d'une partie de ce surplus financier aux collectivités, ça paraît tout à fait vertueux. Je crois que les collectivités, personne ne pourra dire le contraire, doivent naturellement contribuer de plus en plus à leur responsabilité en la matière. Je pense en particulier aux régions qui sont chefs de file pour l'exercice des compétences en matière de climat et d'énergie. Je pense également aux métropoles qui ont la compétence économique, mais ils sont également dotés de la compétence de la lutte contre la pollution de l'air. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Sénat, dans la loi de finances pour 2018, avait adopté, je le disais, je le répète à nouveau, avait adopté à l'unanimité l'amendement de notre collègue Christine Lavarde. Aujourd'hui, il est représenté sous le numéro 1, donc je vous demande de l'adopter, et ainsi que celui de l'amendement de notre collègue Longeot, numéro 13, puisqu'ils sont maintenant identiques. Et je propose aux autres auteurs de cet amendement de s'y rallier, donc demande de retrait, et ils seront donc satisfaits pleinement si ces 2 amendements 1 et 13 étaient adoptés. Merci. Quel est l'avis du Gouvernement, Monsieur le Ministre? Merci Madame la Présidente. L'avis est défavorable sur l'ensemble des amendements pour les raisons suivantes. D'abord en droit, même si nous pourrions avoir la discussion de manière très pratique. L'obligation faite aux intercommunalités de mettre en place des plans climat, air, énergie n'est pas vue comme un transfert de compétences. C'est le cas d'autres obligations faites aux collectivités qui jusqu'à présent n'étaient pas assurées par l'État, qui ne sont pas des transferts de compétences et qui donc ne relèvent pas du régime de transfert obligatoire des charges ainsi créées, à défaut d'être des charges transférées. La deuxième chose tient au fait que les modalités proposées par les différents amendements, et notamment le calcul de la fraction de TICPE allouée aux collectivités en fonction du nombre d'habitants et pour des établissements intercommunaux avec des périmètres qui par nature sont variables et une démographie qui par nature aussi est variable, nous paraissent extrêmement difficiles à mettre en pratique. La troisième raison, qui est peut-être plus fondamentale et qui justifie de l'avis défavorable du gouvernement, tient au fait que, comme l'a annoncé le Premier ministre devant le Congrès des maires il y a maintenant quelques jours, mi-avril, le Conseil des ministres sera saisi d'un projet de loi spécifique portant réforme de la fiscalité locale. Ce sera l'occasion de revoir l'affectation d'un certain nombre de produits d'impôts
entre les différentes collectivités. Et donc, il nous paraît inopportun à ce stade de modifier la répartition du produit d'impôts nationaux en faveur des collectivités territoriales. J'ajoute, en écho aux propos de monsieur le rapporteur, que les régions bénéficient déjà, au titre de leurs compétences, d'une fraction égale à 18% de la TICPE, ce qui est justifié par l'exercice de compétences et par le fait que dès les transferts, cela avait été prévu. Donc l'avis est défavorable sur l'ensemble des amendements présentés il y a un instant. Il y a donc demande de retrait de la commission pour les amendements 77 rectifié bis, 263 rectifié bis, 846 rectifié, 925 rectifié terre, 404 rectifié, 432 rectifié. Monsieur Launay, sur le 77, vous avez une demande de retrait? Nous avons décidé de retirer les amendements défendus pour se rallier à l'amendement du rapporteur. Le 77. Pardon. Excusez-moi. Monsieur Longeau. Le retrait de l'amendement 77 rectifié bis et l'amendement 432. Ensuite, amendement 263 rectifié bis. Monsieur Courteau. Maintenu. Donc on met aux voix maintenant. Et 846, est-ce qu'il est maintenu? Et 846, monsieur Bigot. Maintenu aussi. Alors, je mets aux voix les amendements 263 rectifié bis et 846 rectifié avec un avis. Oui, très bien, on les prend. Je rappelais simplement l'avis défavorable du gouvernement. Monsieur Dallier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voterai les amendements Lavarde-Longeau et j'en profite pour exprimer le regret de ne pas avoir eu une idée plus tôt. Je vous explique. Plus loin dans le PLF, nous allons revenir sur le financement du Grand Paris Express. Vous vous souvenez de cette affaire, 22 milliards, 35 milliards, le compte n'y est pas. Et donc, on va nous proposer d'alourdir encore une fois de plus les taxes sur les entreprises qui n'en peuvent plus et qui ont manifesté leur mécontentement. Peut-être, Monsieur le Ministre, serait-il intelligent de regarder si une part de la TICPE prélevée en Île-de-France ne pourrait pas servir à financer la société du Grand Paris qui construit ce super métro. Parce que, encore une fois, faire porter l'effort sur les entreprises, je pense qu'il y a des limites à tout. Notre collègue Dominati n'est pas là, mais je pense qu'il aura l'occasion de le redire. Je pense que ça serait une bonne manière, parce qu'effectivement, d'un côté, les recettes vont progresser de manière forte. On va voir ce que le président de la République dira demain, mais on pense qu'elles vont progresser. Nous avons des projets de transport structurants à financer et nous ne savons pas les financer. Alors, particulièrement sur ce projet, et je rassure mes collègues de province, je rappelle que le Grand Paris Express, aujourd'hui, il n'est financé que par la région, par tous ceux qui sont taxés en Île-de-France, les particuliers, les entreprises. Il n'y a pas un euro qui est prélevé à la province. Mais du coup, sur la base de ces bons exemples, on pourrait peut-être réfléchir à mettre en place un tuyau. Alors, je sais les problèmes que ça pose, hein, mais en tous les cas, je pense qu'il y a une piste à creuser. Monsieur Husson, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, évidemment, je nous appelle, comme l'an passé d'ailleurs, à tout faire pour essayer de faire converger sur un seul et même amendement. Il semblerait que celui qui soit le plus rassembleur, puisqu'il intègre les mêmes demandes que celles d'un certain nombre de nos collègues, puisse être voté sur tous les bancs, parce que vous l'avez bien compris, dans le contexte actuel, l'unanimité, c'est quand même mieux pour tout le monde en termes de signes. C'est ce qu'on avait fait l'an dernier. Et c'est la raison pour laquelle je maintiens la même demande et j'appuie les deux amendements, parce que je pense qu'il faut avoir de l'endurance et de la constance dans l'effort. Et parce que quand on est pour accompagner des plans air, climat, énergie, et j'ajouterai santé territoriaux, on joue gagnant et on propose en tous les cas à l'État de sortir enfin de sa solitude ou de la
situation de la stratégie d'isolement dans laquelle il se réfugie pour l'instant. J'ajouterais même, mais ça c'est en plus pour nous inviter à réfléchir, à imaginer qu'on propose d'accompagner l'ensemble des intercommunalités, puisqu'elles ont cette compétence, de tout le pays, puisqu'il reste aujourd'hui une exception, c'est les intercommunalités de moins de 20 000 habitants. Et puisqu'on parle beaucoup de solidarité entre les territoires, il faudrait se mettre d'accord sur qui paie cette part de solidarité, mais je pense que ce serait bien également d'intégrer aujourd'hui les intercommunalités qui ont moins de 20 000 habitants et qui doivent, comme d'autres, conduire des réflexions dans ce sens. Enfin, monsieur le ministre, je vous le dis, je m'étonne, alors j'aurai l'occasion certainement de lui redire, mais je m'étonne de la position du gouvernement parce que pour avoir participé à un nouveau dispositif, la conférence nationale des territoires, virgule, l'instance de pilotage, virgule, en présence du Premier ministre, point, lequel m'avait répondu lorsque je lui avais proposé et appelé son attention au mois de juillet en instance de pilotage. Vous avez raison, monsieur le sénateur, je vais regarder, je comprends et nous sommes disposés à accompagner. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est à nouveau une réponse négative. C'est vraiment décevant. C'est d'autant plus décevant que le contexte, vous en conviendrez, monsieur le ministre, appellerait quand même à davantage de compréhension, d'ouverture et de mise en œuvre, parce que, comme on le dit souvent maintenant, c'est le temps de l'action. Merci, monsieur Grémillet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Madame la Présidente, je vais retirer mon amendement 925 au bénéfice, effectivement, de celui de Madame Lavarde. Mais à cet instant, Monsieur le Ministre, je suis très surpris de votre position sur ces amendements. On l'a vu tout à l'heure dans les débats. Vous voulez interdire aux collectivités d'avoir des ressources nouvelles, notamment pour la transition énergétique, alors que vous confisquez et que vous allez avoir des recettes supplémentaires sur le budget 2019. Mais ce qu'elle comble, c'est que dans les événements actuels, vous sollicitez les régions, les collectivités, pour prendre des mesures pour accompagner les plus fragiles. J'ai l'impression vraiment d'avoir une politique qui est quand même incroyable. Faites pas ce que je dis. Alors qu'au Sénat, on fait ce que l'on dit. C'est tout ce que je voulais à cet instant dire à Monsieur le Ministre. C'est quand même un budget absolument incroyable et de la manière dont vous traitez les collectivités. Merci, Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous allons évidemment soutenir les amendements de Madame Lavarde et Monsieur Lorjou. C'est le même au nom de la Commission du développement durable. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, que l'annonce que vous venez de faire sur une fiscalité, une révision de la fiscalité locale est relativement intéressante parce qu'on a eu le même type de problème avec les éoliennes. Vous avez un certain nombre de collectivités qui ont fait des efforts pour des éoliennes et qui, dans le cadre de la réforme des territoires et de la fusion des intercommunalités, se sont trouvées complètement privées des bénéfices des travaux qu'ils avaient effectués. Et donc, nous allons attendre avec impatience votre texte. Mais comme une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance, nous allons déjà voter ce texte. Ce sera déjà une avancée. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Un mot pour répondre particulièrement au sénateur Husson. J'ai le même souvenir que vous de l'instance nationale de dialogue du 4 juillet dernier. Et le Premier ministre avait dit son ouverture d'esprit à toutes les discussions, toutes les propositions pour la refonte de la fiscalité locale. Ce que j'ai dit en donnant un avis défavorable à ces amendements n'est pas une opposition de principe ou une fermeture a priori de cette hypothèse. C'est simplement le fait que nous aurons, à partir du printemps prochain, les uns et les autres, et évidemment sur la base d'un projet de loi présenté par le gouvernement, à discuter de l'intégralité de la fiscalité locale et de l'affectation à la fois d'impôts locaux, mais aussi et éventuellement de fractions d'impôts nationaux. Et nous considérons qu'il n'est pas opportun de mettre en place ou de retenir aujourd'hui des systèmes d'affectation nouveaux ou supplémentaires d'un impôt national au bénéfice de collectivités locales, alors même que nous aurons cette discussion et que nous hypothéquerions ainsi des pistes de réflexion. C'est la première chose. La deuxième chose, mais peut-être plus en écho aux propos du sénateur Grémillet, je crois que ce gouvernement se caractérise par une nouvelle relation avec les collectivités territoriales, notamment sur le maintien de l'enveloppe globale des dotations. Madame la sénatrice, permettez-moi de l'illustrer avec 3 chiffres.
En 2017, le total des concours de l'État aux collectivités, c'est 47,8 milliards d'euros. En 2018, c'est 48,1 milliards d'euros. Et en 2019, 48,2 milliards d'euros. C'est mieux que la baisse des dotations que j'ai connue et que j'ai votée, je le rappelle, pendant les 4 années qui ont précédé. Et c'est mieux que d'autres engagements de candidats à l'élection présidentielle qui prévoyaient de la baisser de 7,5 milliards. Il y a un maintien et une très légère augmentation. Je pense que tout le monde devrait s'en féliciter. Ça n'épuise pas les débats sur les modalités de répartition. Merci. Madame Lavarde. Oui, juste pour dire au ministre, je cite, « La contractualisation territoriale, qui m'est très chère, a été développée par Sébastien Lecornu au cours de la période précédente. Pour les projets actuels, on commence par mobiliser les fonds des différents acteurs existants dans toutes les agences de l'État ou les collectivités. » Alors c'est Emmanuel Wargon, votre collègue au gouvernement, qui l'a dit devant les commissaires de la Commission des finances lors de son audition. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que c'est très bien de nous dire qu'on va attendre encore 6 mois et le projet de loi de finances rectificative, mais aujourd'hui, seuls 13 territoires sont engagés dans des contrats de transition écologique. Seules 5 chartes ont été signées. Et aujourd'hui, un seul contrat a été signé à la date du 11 octobre. Donc ceci laisse bien à penser que les crédits ne sont pas là. Et c'est tout le sens de ces amendements. Merci. Monsieur Courteau, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, j'ai été dans l'obligation de m'absenter quelques secondes. Je voudrais demander à Monsieur le rapporteur général, mais je vois qu'il est occupé. Je voudrais demander à Monsieur le rapporteur général pourquoi sa préférence, puisque j'ai dû m'absenter quelques secondes, pourquoi sa préférence va aux amendements Lavarde et Longeot et pas aux amendements Bigot et Courteau. Vous pouvez, Monsieur le rapporteur général, on vous a posé une question. Allez-y. Les autres amendements sont satisfaits par les amendements Lavarde et Longeot, mais les amendements Lavarde et Longeot couvrent également la situation spécifique des agglomérations parisiennes et lyonnaises. Voilà. Donc ils sont plus larges, c'est pour ça. Donc voilà, ils tiennent compte de la spécificité en plus des agglomérations parisiennes et lyonnaises. Donc je vois que tous ces amendements vont à peu près dans le même sens. Ils sont plus complets et de ce point de vue, les autres me semblent satisfaits parce qu'ils prennent en compte la spécificité de Lyon et de Paris. C'est la raison pour laquelle... Voilà. Et cet amendement a, en plus, je le disais, puisque le Longeot est maintenant identique au Lavarde, eu l'avantage de la constance, puisqu'il a été voté, je le répétais, c'était redit à l'instant, par notre collègue Jean-François Husson, ça a été voté à l'unanimité la dernière par le Sénat, ce qui est un bon signal. Voilà. Oui, Monsieur Bigot, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Nous, provinciaux, n'avions pas saisi toutes les subtilités de l'amendement et notamment de la référence à la région parisienne et au Grand Lyon. Dans la mesure où tous les amendements, enfin l'esprit de nos amendements est repris dedans et que vous élargissez, nous allons nous rallier à ces amendements et donc ne faire qu'un seul amendement. C'était la raison pour laquelle on avait mis les nôtres de côté, mais voilà, on est ouvert, n'est-ce pas? Monsieur Bigot, retirez-vous aussi le 404? Un petit peu plus loin. Monsieur Courteau, c'est de même inspiration. C'est un amendement qui est de même inspiration que celui que vous avez, qui était dans la discussion commune, Monsieur Bigot. Oui, il est de même inspiration, même philosophie, donc je le retire. Et Monsieur Courteau, au vu de la réponse qui vous a été apportée, maintenez-vous votre amendement? Vous le retirez aussi? Il ne reste Très plus bien. que le numéro 1. Donc il ne reste plus que le numéro 1 rectifié bis présenté par Madame Lavarde, puisque l'amendement 13 n'a pas été défendu. Je vais mettre aux voix avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Oui. Je vous propose une suspension de séance pour 5 minutes.